J'ai toujours trouvé que les femmes marocaines, depuis que je suis là, donc depuis les années 70, elles en veulent. Elles en veulent, elles savent que rien n'est donné. J'imagine quand tu vois Rabat aujourd'hui avec les nouvelles tours, Oh bah, ça écoute, doit encore changer? hier, je me promenais là, sur la corniche, je me suis dit: «C'est incroyable, c'est tout le monde veut partir, on n'aime plus la France». Hein, il y a eu des problèmes, donc c'est vrai que je pense que les regards se tournent vers le Canada, vers l'Espagne, vers l'ailleurs quand même. La carte vitale ne marche pas au Maroc et ça, il faut que les Français se mettent ça dans la tête. Difficile pour des Français qui viennent, comme ça, de s'installer au Maroc parce que il y a pas beaucoup de travail pour des freelances, quoi. Il faut vraiment s'il faut monter sa société, s'il faut, gérer les problèmes administratifs, c'est difficile, donc j'essaye de donner au Maroc ou de rendre au Maroc ce qu'il m'a donné, dans tous les domaines. Salut Marion, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc pour la deuxième fois. Bonjour Stéphane. Donc la première interview, les abonnés ont adoré. Ça a fait des milliers de vues, des millions de vues sur Instagram. Ben oui, mais moi j'en profite pour remercier les gens parce que j'ai trouvé qu'il y avait des commentaires complètement adorables. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée toute cette, gentillesse qui s'est exprimée, suite à cette interview et donc je dis vraiment merci aux spectateurs qui ont vu ça et j'espère qu'ils vont pas être déçus par le tome 2. Oui, il y a beaucoup qui voulaient une suite, donc voilà, Ouais. on est là pour la suite. Comment t'as vécu tous ces retours positifs d'ailleurs? Bah, d'abord, j'étais très étonnée parce que tu sais, moi, tu as vu, on s'est pas connus. On s'est connus par intermédiaire. Tu m'as dit, voilà, tel jour, telle heure, tel lieu, t'es prête? Oui, j'y vais. Puis tu t'as lancé. Mais je savais absolument pas où allait partir cette vidéo. Je suis pas sur les réseaux sociaux, moi. Et puis, c'était un dimanche matin que tu as lancé ça. Et le dimanche matin, je fais du Qigong. Et je laisse mon téléphone à la maison, ou je le ferme. Donc je laisse mon téléphone à la maison, je pars au Qigong, je reviens à midi, et je vois mais des dizaines, presque des centaines de messages. Je t'ai vu sur une chaîne YouTube, je t'ai vu à la télé. Ah, ben je ne savais pas que, ah, ben je me souvenais plus que. Des gens que je connais, pas des gens qui ne sont pas les gens pour qui je pensais qu'était faite ta chaîne, tu vois, des gens qui veulent s'installer au Maroc. Mais c'était incroyable, quoi, des gens dont j'avais plus entendu parler depuis 10, 20, 30 ans, des anciens collègues, des anciens parents d'élèves et tout ça. Et ça m'a touchée. Et quand toi, tu m'as appelé pour me dire, bah, tu sais, ça fait 4 heures qu'elle est lancée l'interview et tu as déjà 10 millions, 10 000 vues. Je me suis représenté 10 000, enfin, j'ai eu du mal à me représenter 10 000 vues. Je dis, c'est pas possible, je connais pas 10 000 personnes. Après, une autre personne qui m'a appelé pour Instagram aussi. Ah, bah, t'es sur Instagram maintenant. Instagram, ça fait des millions de vues. Ah ouais, c'était. Non, non, c'était très touchant. Très, Est-ce, très touchant. est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a plus marqué que d'autres Alors, tu sais, il y a des suites parce que demain, oui, demain, je vais voir un des messieurs qui était. J'ai parlé de l'école Lamartine où j'ai fait mes débuts en tant qu'éducation nationale, qui était à l'école Lamartine et qui veut me rencontrer. Donc, moi, comme je vais, je viens. Et justement, on a un rendez-vous demain. Il y a une dame éducatrice spécialisée, Sandra, qui a vu et qui est en train d'être embauchée dans l'association que j'ai créée il y a plus de 40 ans. Enfin, si tu veux, il y a des choses qui se sont. Et on a une amie en commun, c'est Amina. Et Mina, avec Ouais, qui j'ai travaillé, je oui. savais pas. Ouais. Mina, c'était mon binôme quand je travaillais comme instit. Ouais, ouais. Oui, oui, il y a puis plein de gens des gens que je connais, puis des gens que je connais pas. Puis non, c'était touchant parce que c'était des gens qui disaient que ça leur rappelait leur tante, leur mère, ou des gens simplement, je sais pas, qui ont aimé ma façon de parler du Maroc. J'étais vraiment très, très touchée. Et j'aimerais qu'on commence par les années 80 au Maroc. Tu nous as raconté les débuts. Comment ça a évolué ensuite en tant que mère, dans ton travail, dans les associations, ces années 80? Comment ça a évolué? Ben, si tu veux, je commençais quand même à prendre un peu de maturité et de me fixer dans ce pays où, comme je racontais au début, j'étais pas venue pour y faire ma vie. Mais là, je commençais à avoir envie d'y faire ma vie. Donc, ben après,
si tu veux, autant les 10 premières années, j'étais très, très, très dans le contexte marocain, avec les joies et les difficultés que j'ai eues. Et dans les années 80, j'ai intégré le système français et j'ai découvert la France au Maroc, ou les Français au Maroc. Et là, c'était encore un autre monde. Et j'ai découvert le monde de l'éducation nationale, que je ne connaissais pas du tout, qui était un autre monde pour moi. Éducation nationale française. Euh, mais il a fallu s'adapter et puis réfléchir à ce que c'était que d'élever un enfant binational dans une culture donnée. Voilà, c'était. Mais après, la vie t'emmène et puis tu y vas. Hein, c'est plus, tu réfléchis plus, tu es. Et le Maroc des années 80, il a beaucoup changé par rapport à Alors, le aujourd'hui. Maroc des années 80 a beaucoup changé. Il avait ses charmes aussi. Hein. C'était un peu dur au niveau contexte. C'était dur au niveau économique. Mais c'était un Maroc, c'est toujours. Mais maintenant, ça se développe beaucoup. Donc, c'est plus sophistiqué. C'est plus plus dans le monde des affaires et le monde de, de l'économie. À l'époque, enfin, le Maroc que j'ai vécu, moi, c'était un Maroc qui sortait un peu de l'indépendance, du protectorat, et qui se trouvait, qui était en train de se débarrasser des Français qui avaient les postes importants et qui était en train de s'installer dans son identité. Et c'était passionnant comme époque, même si c'était difficile quand même au niveau politique, mais c'était passionnant et on se cherchait les uns les autres, quoi. Les Marocains s'adaptaient en disant, bon, maintenant, on est chez nous, on n'est plus sous protectorat, on est chez nous. Et nous, on était chez eux. Et on était accueillis et grandement accueillis chez eux. Donc, c'était une ouverture du cœur, si tu veux, des uns vers les autres, avec des ajustements. Et puis, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé aussi ces années-là, même si j'ai eu des difficultés, mais c'est les difficultés de la vie que j'aurais eues chez moi en France ou ailleurs. Moi, j'ai pas vécu la fin du protectorat, mais j'ai vécu, parce que jusque même après le protectorat, il y avait quand même des Français un peu partout, des coopérants un peu partout. Dans l'enseignement, c'était très français. Dans les postes un peu des médias, c'était encore très français. Jusque dans les années 80. Et dans les années 80, les coopérants certains coopérants, parce que ça continue quand même un peu pour le secondaire et la faculté, sont partis. On les a remerciés. Donc, il y a eu une période très difficile pour des femmes de Marocains qui étaient coopérantes jusqu'à présent et à qui on a dit, vous n'êtes pas obligé de partir, mais vous n'avez plus le statut de coopérante. Vous avez le statut d'enseignant comme les Marocains. Donc, ça a été, moi, je n'étais pas dans ce cas-là, mais je sais que j'avais plusieurs copines, et comme je militais dans les associations déjà de Français à l'étranger, beaucoup de femmes qui n'ont pas compris pourquoi tout d'un coup, elles n'avaient plus ce que moi j'appellerais des privilèges de la coopération, et pour retourner à des salaires comme leurs collègues marocains, euh, qui étaient très très réduits. Même si elles avaient quand même quelques petits aménagements pour les problèmes de retraite et tout. Donc il y a eu quand même pour toute une frange de la population française au Maroc, notamment les femmes de Marocains, une période très très difficile que je comprends qu'elles ont accepté avec difficulté. Il y en a qui sont partis, il y a des couples qui ont explosé, puis il y en a qui se sont adaptés, qui se sont intégrés soit dans le système marocain, soit qui ont pu aller dans le système scolaire français. Et toi, ça fait plus de 50 ans au Maroc. Comment tu as vécu l'évolution du pays? Alors écoute, moi j'ai évolué avec le pays. Hein. Maintenant que ça va tellement vite, maintenant ça va très 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 vite. Mais bon déjà si tu veux je vois ne serait-ce que dans ma belle famille, tu vois ma belle-mère qui est une dame qui n'a pas été à l'école, son mari n'a pas été à l'école, qui est une dame de la campagne, elle a vécu le protectorat. Ses enfants, les filles ont toujours pas été à l'école, donc c'est des gens qui ont à peu près 78, 80 ans maintenant. Les filles n'allaient pas à l'école, mais les garçons allaient à l'école. Et puis les filles des filles, donc mes nièces, bah, elles ont été faire leurs études en France, elles sont médecins, pharmaciennes, etc. Et leurs enfants sont aussi si tu veux, en un siècle,
Ils ont fait l'évolution que nous, on fait depuis 10 siècles. Donc déjà, ça allait très vite. Ça allait très vite au niveau de cette évolution. Maintenant, l'évolution du Maroc, elle est spectaculaire. Elle est spectaculaire. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde s'y retrouve, hein. Je pense qu'il y a quand même des difficultés pour certains. Mais oui, ça va à toute vitesse, quoi. On a un peu le vertige. Et sur différents axes, il y a aussi la place de la femme qui a évolué. La place de la femme a formidablement évolué. Et bon, je pense qu'on le doit au roi Mohamed VI, qui a fait quand même beaucoup, beaucoup pour la femme. Et je pense que lui, il va plus vite que certaines mentalités, notamment dans les campagnes ou dans les montagnes, où ils ont du mal à suivre. Mais la place de la femme évolue très vite. Bon, déjà, dans les années 80, moi, je voyais au niveau scolaire et oui, au niveau scolaire et dans les familles, les petites filles, quelque part, elles savaient qu'il fallait bien travailler à l'école pour s'en sortir, que c'était pas acquis. Les garçons, bah, pour eux, c'était acquis qu'ils seraient un jour des hommes et qu'ils ils trouveraient leur place. Les petites filles, elles savaient qu'il fallait se battre. Et j'ai souvent remarqué que les petites filles dans les classes, elles en voulaient. Elles bossaient parce qu'elles savaient que c'était pas acquis. Et j'ai toujours trouvé que les femmes marocaines, depuis que je suis là, donc depuis les années 70, elles en veulent. Elles en veulent, elles savent que rien n'est donné et qu'elles elles bossent pour leur indépendance, pour leur autonomie, pour leur prise de parole, et c'est spectaculaire aussi, enfin, du moins en ville, hein, je suis consciente que dans les montagnes, c'est pas toujours aussi facile. Même régulièrement, les textes sont mis à jour et ça. Les textes sont mis à jour et je pense que certaines catégories freinent encore, mais que s'il n'y avait pas ces freins, au niveau de tout en haut, ça irait plus vite parce que je pense que notre roi est très favorable à ce que ça avance. Au niveau des structures, ça a beaucoup changé aussi. Alors après, c'est toujours oui, mais il y a toujours, c'est pas partout pareil, mais il y a aussi le revers de la médaille, mais et ça comme partout. Donc c'est vrai que maintenant la scolarisation, c'est presque un acquis, même si je sais qu'il y a encore des enfants qui ne vont pas à l'école ou pas très longtemps. Donc la scolarisation, c'est un acquis. Après, je sais que l'éducation nationale marocaine ne va pas très bien, du moins c'est ce qu'on lit dans la presse marocaine, et que c'est difficile. Donc que le privé euh, est en pleine expansion, donc le privé, c'est quand même pas pour tout le monde. Donc je me demande s'il n'y a quand même pas des écarts qui se creusent et des enfants ou des familles qui se saignent pour que leurs enfants puissent aller dans le privé. Et Il y a donc, plusieurs vitesses. il y a plusieurs vitesses. Après, c'est peut-être un peu inéluctable, mais c'est difficile de faire évoluer l'éducation nationale quand une partie freine, une partie qui est souvent composée d'hommes, pas les femmes qui freinent. Petite pause rapide pour remercier Shaoki qui nous a prêté son magnifique appartement Airbnb. Il est juste à côté de la gare de Rabat Agdal. Il a plusieurs appartements dans cet immeuble. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous cherchez un appartement à louer sur le court terme ou le long terme à Rabat. Vous pouvez checker ça. Et j'imagine quand tu vois Rabat aujourd'hui avec les nouvelles tours, Oh, bah ça écoute, doit encore changer. hier, je me promenais là sur la corniche, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je reconnais plus, hein, j'ai circulé partout en vélo toute ma vie, mais là, je dis, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce que ouais, ouais. Et c'est pas fini parce que c'est encore un grand, grand chantier, hein. T'as encore des images que quand t'es arrivé, comment c'était? Déjà, l'Agdal, ici, c'était des petites villas avec des petits jardins, plein de bougainvilliers d'hibiscus. Donc, j'ai connu les petits jardins de l'Agdal. Euh, Hériyad, ça n'existait pas. Il n'y avait rien. Je crois que je racontais, moi, j'étais à Bir Kassem, je travaillais à Bir Kassem, c'était de la piste. Le Souissi, il n'allait pas très loin. Moi, j'ai vu construire ce qu'est Carrefour maintenant. Le Carrefour Market là, du Souissi, bah, c'était le bout de Rabat. C'était le bout de Rabat. Tout était au centre-ville. Enfin, ce qui est maintenant pour nous le centre-ville. Il n'y avait pas toute cette extension. On pouvait circuler à Rabat, faire le tour à pied en 2 heures, quoi. Alors maintenant, c'est immense. Ça touche Témara, ça touche
presque Kenitra. Enfin, c'est au nord, au sud. Et des immeubles comme on est actuellement, il y en a de plus en plus Il aussi, y en très a modernes. partout, oui, ils sont beaux. Ouais, donc j'espère que ça sera des immeubles qui vont résister au temps aussi. Je revenais de Montchican ce matin en taxi, et le taxi, bon, moi j'habite au centre-ville. Elle me dit: «Ah, c'est beau là, c'est les Français qui ont construit ça, c'est solide, c'est solide.» Je dis: «Oui, c'est très agréable, oui, oui.» Il me dit: «Bah, je ne sais pas maintenant si les nouveaux immeubles, si ça va tenir comme ça 100 ans.» Je dis: «Je ne sais pas.» Ça, c'est mondial même. Ça, c'est mon, Quand bien tu vois sûr, les c'est mondial. bâtiments français Ouais, ouais, de l'époque et maintenant. ouais, ouais. Et au niveau des mentalités, qu'est-ce qui a le plus changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? On se connaît tous maintenant, je dirais que les réseaux sociaux, la télé, moi j'ai connu le Maroc où il y avait une chaîne de télé, c'était la chaîne marocaine, euh, qui parlait, il y avait un petit journal télévisé en français et puis beaucoup de... Enfin, je sais pas, les programmes commençaient à 18 h jusqu'à 23 h en arabe et puis on ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Il y avait pas de... On voyageait pas, donc on n'avait qu'une vision de son pays, voilà, tel qu'on pouvait le voir. Après, sont venus ce qu'on appelait les paraboles. Alors, d'abord, il y a eu 2M, donc la télé marocaine, deuxième chaîne. C'était extraordinaire parce que 2M c'était une deuxième chaîne, quoi, avec un peu plus de reportages. Donc, c'était déjà une ouverture. Et puis après, bah, après, il y a eu les paraboles avec ce qu'on appelait les couscoussiers. Il paraît qu'il suffisait de mettre un couscoussier pour capter TV5 et ce genre de chaînes. Donc on avait déjà un peu plus de chaînes à l'extérieur. Et puis les gens ont commencé un peu plus à pouvoir voyager. Donc bon, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de visa. Hein. Il n'y avait pas de visa, mais c'était très difficile d'avoir un passeport. Donc les gens ne voyageaient pas. Et puis, alors quelques étudiants marocains partaient en France, revenaient souvent avec des femmes françaises. C'est toute ma génération de femmes qui se sont mariées avec des Marocains. Il y en a eu beaucoup, donc qui racontaient l'Europe, ces femmes et les maris qui revenaient. Mais voilà, on se racontait, mais on n'avait pas d'image, on n'avait pas de. Et puis avec bah, Internet, c'était la révolution. Maintenant, tout le monde sait tout de tout le monde. Donc, je pense que ce qui a beaucoup, beaucoup changé, c'est ça. On sait ce qui se passe ailleurs, on sait ce qui se passe en Chine, on sait ce qui se passe en Europe, on sait ce qui se passe en Afrique, on sait. Donc ça, c'est quand même une ouverture avec peut-être toutes les frustrations que ça peut apporter. Pourquoi eux, ils ont ça? Pourquoi nous, on n'a pas? Pourquoi... Et une envie de partir qui, à mon avis, est pas forcément la bonne solution. Hein, tous ces jeunes Marocains qui, tout d'un coup, ont eu envie de partir parce qu'ils ont cru que le paradis était ailleurs et que l'herbe était plus verte ailleurs et que les quelques, ils ont été quand même nombreux parce que les Français dans les années 70, 80 sont venus chercher des Marocains pour travailler chez Philips, pour travailler dans les usines. Donc les hommes sont partis et même s'ils avaient une vie complètement difficile en Europe, parce que moi j'ai connu les foyers Sonacotra et c'était pas marrant pour ces pauvres monsieur qui travaillaient 40 heures par semaine dans des conditions difficiles, puis qui se retrouvaient dans des foyers tout seuls à faire leur soupe en commun dans des cuisines collectives. Mais ils racontaient pas que c'était dur. Ils envoyaient des sous à la famille, ils étaient fiers de pouvoir assumer leur rôle de père de famille, et puis ils racontaient pas la réalité de la difficulté de la vie là-bas. Donc tout le monde rêvait de partir en Europe. Et il y a eu toute une période. Tu peux pas avoir un contrat, donne-moi un contrat. On rencontrait tu prenais le taxi, le chauffeur de taxi te demandait un contrat, comme si on avait beau dire, mais tu sais, le contrat, c'est pas si simple que ça. D'abord pour nous, moi j'avais pas moyen d'avoir des contrats, et puis que c'était pas la panacée. Donc, il y a eu une période d'ajustement où il a fallu comprendre que l'Europe, c'était pas la panacée et que peut-être que ce serait bien d'essayer de faire quelque chose ici.
Alors ça, c'est pour l'évolution. Et puis bon, maintenant ça va, tout va vite aussi, hein. C'est vrai que tout le monde veut partir, tout le monde veut partir. On n'aime plus la France, hein. Il y a eu des problèmes. Donc c'est vrai que je pense que les regards se tournent vers le Canada, vers l'Espagne, vers l'ailleurs quand même. Et Mais je peux rebondir sur un truc, oui, parce que enfin, mon colocataire qui est marocain, oui. il a essayé plusieurs fois d'avoir son visa pour la France. On a réalisé que c'était très difficile. Et C'est extrêmement difficile d'avoir son visa pour la France. juste pour des vacances, Juste pour c'est, des je vacances, trouve. parce que tu es jeune, célibataire, tu es suspecte. Tu vas rester là-bas. Alors, moi, je travaille aussi avec le consulat par ailleurs. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a des gens qui profitent et qui rêvent de partir. Et il y a une fuite. Moi-même, j'ai recommandé des gens du temps où on pouvait qui ne sont pas rentrés. C'était la honte de ma vie. Donc, je sais que ça existe. Mais du coup, tout le monde est pénalisé. Et les gens qui veulent simplement partir 15 jours en vacances, c'est vrai. D'abord, c'est difficile. D'abord, faut Faut avoir un rendez-vous. oui, non, mais il faut savoir faire avec Internet, Oui, aussi. ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et ça coûte beaucoup d'argent aussi de préparer le dossier. Alors, ça coûte de l'argent de préparer le dossier, bah, surtout qu'en plus, il y a des dérives avec des cybercafés ou, je sais pas, des gens qui font payer les jeunes qui veulent enfin les jeunes ou les moins jeunes, ceux qui veulent des visas, qui leur font payer bah, leurs services, qui eux arrivent plus ou moins à avoir des rendez-vous. Euh, Il y a toute une mafia derrière ces il y rendez-vous. a toute une mafia. Alors le consulat, je sais, lutte contre ça et heureusement. Mais c'est vrai que si t'es jeune célibataire, un homme, c'est suspect, une femme, t'es suspecte. Ça, c'est déjà, on se méfie. Mais voilà, moi je regrette aussi. Tous les jours, je vois des amis marocains qui pleurent. J'ai pas pu avoir mon rendez-vous. Alors que je sais que le consulat fait le maximum parce que je suis en très bon terme avec le consulat. Ils réfléchissent à la question, ils essayent, mais c'est pas, c'est pas encore ça. Et puis bon, se méfier les uns des autres, c'est toujours difficile. Mais bon, c'est ceux qui enfreignent les lois qui nous plombent, quoi. Parce que je comprends la France aussi, qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde et il n'y a pas de travail non plus en Oui, ils ont France. dû être plus stricts au bout d'un moment Ah, là-dessus. ils ont dû être plus stricts et puis il y a quand même une clause de méfiance. Il faut bien baliser que les gens vont rentrer. Et c'est dur, non, non, c'est très dur, bon, très dur. Je voulais rebondir aussi sur les technologies, les écrans. Oui. C'est une bonne chose et à la fois, ça devient triste de voir tout le monde sur son téléphone dans Ah la bah oui, rue. ça c'est pas un problème du Maroc, Ah c'est oui, un c'est problème mondial. mondial, hein. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Euh, J'espère que c'est une période et puis qu'on va saturer et puis qu'on va revenir à se parler, à prendre des cafés ensemble et à lire des livres. Mais est-ce que je rêve? Bon, moi-même, je suis souvent sur mon téléphone, hein, alors que comme je te disais, je suis pas ni sur TikTok ni sur Instagram. Mais voilà, je regarde et puis tu ouvres ton téléphone, ça te saute à la figure, quoi. J'ai vu un reportage récemment où il y a des gens maintenant qui retournent à les anciens téléphones. Ah, ça à- c'est sympa. Il y Les a des, vintage. il y a des lieux où c'est interdit avec le téléphone, où on peut juste parler, lire, jouer à des jeux. Ce qui paraît aberrant, mais Oui, oui, ça non, c'est fait, sûr. ça fait du bien de se déconnecter des Ah ouais. écrans. Mais moi, tu sais, j'étais instite en maternelle et j'ai vu, bon, et ça fait pourtant 10 ans que je suis à la retraite, donc ce que je te racontais vieux. Donc les 4 dernières années d'enseignement, les enfants étaient déjà addicts, certains enfants étaient addicts à leur tablette, hein. Et, et, et ça changeait, bon, je pense que les instituts et les profs le disent maintenant, ça change complètement le rapport au savoir, parce que même en maternelle, moi j'ai toujours raconté des contes, des histoires aux enfants, toute ma carrière. J'ai travaillé pendant 30 ans. Bon, les enfants, quand je racontais un conte, en général, ils étaient là. Voilà, ça fonctionnait. Et les dernières années, je racontais des histoires, les enfants disent, mais attends, montre-nous une image, fais-nous un dessin.
Bon, bah, le petit chaperon rouge, c'est une petite fille, elle a une petite capuche rouge, un petit manteau rouge. Non, mais comment? Ils étaient plus fichus de se faire une image mentale. Les mots ne représentaient plus une image mentale. Et il fallait sans arrêt leur montrer des images ou dessiner. Je dis, mais mes mots rouges, tu vois ce que c'est rouge, même si tu ne le vois pas? Ils ne savaient plus. Il y a pas mal d'études récentes qui ont montré que ça modifiait le cerveau Ah oui, aussi. ah oui. C'est Et sûr que ça modifie le pour les cerveau. parents, l'idéal serait de le donner le plus tard possible. Ben oui, mais les parents, ils sont dessus aussi. C'est C'est facile de ça. dire, ah, pas pour les enfants, mais je veux dire, tu vois dans les restos, des fois tu vois des couples, ils sont chacun sur leur téléphone et qu'ils soient en face l'un de l'autre, ça n'a aucune importance, quoi. C'est ça qui fait peur. L'autre jour, je prenais le train, c'était en banlieue, c'était une dame, je sais pas, je pensais qu'elle était asiatique. Elle avait un bébé, mais je te jure, il n'avait pas 1 an, ce bébé. Genre entre 6 et 9 mois. Il regardait un téléphone. Et puis, elle était arrivée, c'était à Versailles, elle était arrivée, elle enlève le téléphone des mains de son bébé pour descendre, plier la poussette. Et le gosse, il se met à hurler, tout le wagon n'en pouvait plus. Mais hurler, hurler, hurler. Et la dame avait beau lui expliquer, je ne sais pas en quelle langue, asiatique ou enfin vietnamien, euh, le bébé ne se taisait pas et on a eu la paix que quand elle lui a remis le téléphone. C'est dramatique ça. Dramatique. Et le Maroc est touché aussi, hein, comme Ah tous bah, les le pays. Maroc, c'est le monde. Donc, Si on voit ta vision à long terme, tu nous as dit que tu allais mourir au Maroc. ah oui, Tu te vois continuer à vivre ici alors ouais. Oui, oui, je me vois continuer à vivre ici. Je me vois, tant que je tiens debout, et que j'ai un peu ma tête, ben, essayer de continuer ce que je fais, c'est-à-dire être dans les associations tant marocaines que au service des Français au Maroc. Et puis quand je pourrai plus, moi, j'irai à la maison de retraite du Swissy. On a une très belle maison de retraite. Et puis voilà, jusqu'à... Mais bon, si ça se trouve, je vais me faire écraser en sortant de chez toi, hein. on sait pas. Donc il y a des maisons de retraite au Maroc? Il y a une maison de retraite française. Il y a des maisons de retraite marocaines. Mais il y a une maison de retraite française qui date du protectorat, qui est une très belle maison de retraite, qui est financée par les prix de journée, quoi, des pensionnaires, qui est maintenant ouverte aux Marocains et qui est très belle. C'est magnifique. C'est à l'origine, des vieux bâtiments coloniaux et qui ont été super bien entretenus. Et maintenant, il y a des extensions modernes, euh, très très belles. Et oui, oui, c'est une maison de retraite que voilà, j'espère bien pouvoir y finir mes jours, si j'ai besoin d'une maison de retraite. Et tu sais, il y a des commentaires qui reviennent souvent quand je fais des interviews. Les gens disent, OK, le Maroc c'est bien, mais le système de santé... En France, ils ont toujours l'image que c'est compliqué ici. Alors, c'est pas compliqué. C'est, Il y a plusieurs vitesses aussi. il y a plusieurs vitesses. Moi, je suis dans les privilégiés de chez les privilégiés. Donc, moi, je suis heureuse au Maroc parce que je bénéficie des bienfaits de la France. Je suis consciente. C'est-à-dire que j'ai eu une retraite très correcte, j'étais enseignante toute ma vie, j'ai la sécurité sociale, je peux me payer la CFE et je peux avancer des sous quand je vais chez le médecin. Donc, si tu veux, voilà, je suis heureuse au Maroc grâce à la France. Maintenant, moi, j'ai été très malade, j'ai été soignée au Maroc et je bénis le Maroc, quoi. J'étais super bien soignée. Et là, je suis rentrée il y a 3 semaines de France. J'ai des examens à faire, je téléphone, j'ai rendez-vous pour le lendemain, pour faire une échographie, pour faire un scan. Enfin, je veux dire, quand on a les moyens, on a des médecins magnifiques et tout de suite. Alors qu'en France, c'est pas possible. Alors, la carte vitale ne marche pas au Maroc. Et ça, il faut que les Français se mettent ça dans la tête. C'est normal quand même. Déjà en France, elle va peut-être bientôt plus marcher, mais voilà, des médecins, il y en a, des médecins formidables, il y en a, l'accès aux soins rapides, il y en a. Après, voilà, c'est vrai que si tu n'as pas de CFE ou de CNSS, c'est plus difficile. Moi, je m'occupe de plusieurs familles marocaines qui n'ont pas de CNSS, pas d'AMO, qui sont
marginalisés par rapport à tout ça, c'est difficile. Si on les aide pas un peu, non, non, c'est difficile. Tu fais la queue, tu vas à l'hôpital public, on te dit le médecin, il a plus le temps, revient dans 2 mois. Non, c'est aussi difficile pour certains, mais l'accès aux soins, si tu peux te faire aider, soit par une mutuelle, soit par des gens, il est. Après, il y a beaucoup de solidarité, peut-être pas suffisamment. Moi, voilà, j'ai pris aussi un taxi parce que ce qui est sympa dans les taxis, c'est qu'on se parle. Un pauvre monsieur qui avait plus de reins, il pleurait, tu vois, qui peut m'aider, qui peut m'aider. C'est vrai qu'il avait pas, il avait rien, quoi. Il fallait qu'il fasse des dialyses et sans rien, t'as pas. Alors il y a de plus en plus d'associations. Enfin, à Rabat, je ne sais pas si ailleurs, c'est possible aussi, mais il y a des associations qui peuvent prendre en charge, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et après, c'est comme tout ce qui se passe maintenant, quand, même pour un Français qui est ici, il faut envoyer tes papiers par ton espace personnel, il faut savoir faire tout ça, hein. Et je vois, il y a des personnes âgées ou des gens qui n'ont pas d'ordinateur, ça existe quand même encore, qui ne savent pas envoyer leurs papiers. Nous, dans notre association là, qui s'appelle Français du Monde, on passe notre temps à aider les gens à envoyer leurs feuilles de soins dans leur caisse de sécurité sociale. Ça se mérite, quoi. Il faut y travailler. Et justement, aux Français, comment tu leur expliques le système de santé quand ils viennent ici vivre au Maroc? Ça dépend le cadre. Si c'est un cadre, s'ils viennent comme ça à l'aventure, je leur dis je dis tout le temps ce que j'ai dit dans la première interview, personne ne vous attend. Donc n'attendez pas à ce qu'on vous ouvre les portes. Maintenant, si tu viens dans un cadre par une société ou pour l'enseignement ou dans un cadre qui est structuré, ben, tu sais que si tu es franco-français, il faut que tu aies un CTE. Un CTE, c'est un contrat de travail étranger, que tu passes par l'ANAPEC. C'est beaucoup de démarches. Après, au niveau sécurité sociale, ben, soit tu cotises à la CFE, c'est la sécurité sociale française, soit tu as un boulot et tu es à la CNSS ou à la CNOPS. Non, la CNOPS, je crois que c'est pour les fonctionnaires. Après, tu as les binationaux. Les binationaux, ils ont la chance d'être marocains ici. Donc, ils n'ont pas besoin de CTE, ils peuvent travailler comme ça. Après, les retraités. C'est un pays qui est assez attractif pour les retraités. Et on a de la chance qu'il y ait beaucoup de conventions entre nos deux pays qui facilitent les choses. De conventions de sécurité sociale, conventions pour les impôts, conventions pour. Donc, ben voilà, je leur explique, retraités, vous pouvez soit vous affilier gratuitement à la CNSS. Si vous avez une retraite française, vous avez souvent une sécurité sociale pour ce qui est des soins en France. Sinon, vous prenez la CFE, qui n'est pas donnée, et qui fait juste la part sécurité sociale. Donc, il faut trouver une mutuelle. Une mutuelle, c'est cher. C'est sûr que ça se paye tout ça, quoi. Ça se paye, rien n'est donné. Mais en France, on paye pour tout ça aussi, hein. Simplement, on ne s'en rend pas compte, c'est prélevé, des salaires. Donc on croit qu'ici c'est cher, mais c'est parce que c'est pas prélevé et qu'il faut tous les mois ou tous les trimestres. Et en France, c'est devenu compliqué de juste avoir un rendez-vous. En français, c'est impossible. C'est impossible d'avoir un rendez-vous du jour au lendemain, c'est impossible. Question globale. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi et qu'est-ce qui t'a donné le plus de joie de toutes ces années au Maroc? Le plus difficile, c'est peut-être presque de résister à la gentillesse. C'était dans les débuts, parce que maintenant je sais, je crois. C'est-à-dire que, bon, surtout quand tu es jeune et un peu naïf comme je pouvais l'être, de te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, on te prend par la main, et c'est pas forcément ce dont tu as envie. Tu as envie de découvrir, tu n'as pas forcément envie de ce qu'on pense qu'il est bon pour toi. Donc c'est d'arriver à résister à toute cette gentillesse qui se veut te faire ta vie et t'aider et te protéger. Mais toi, c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Donc c'est pas d'imposer, mais de pouvoir réaliser ce que tes besoins, parce que ce dont
la vie que tu as envie d'avoir, sans froisser toute cette gentillesse qui veut t'aider, te mettre en garde, te, te... et puis tu n'en as pas besoin. Mais c'est dur de dire à quelqu'un qui te veut du bien, je veux pas de ton bien. Donc voilà, il faut. Ça, je pense qu'au début, ça a été un peu difficile. Comment tu as fait? Comment j'ai fait? Bah, je me suis pris des claques et puis voilà. Après, quand j'ai tout fait, parce qu'on avait décidé que j'avais envie de manger encore plus, bah, voilà, j'ai mangé encore plus. Et puis après, j'ai appris à dire, ça y est, Baraka, je vais être. Donc c'est à force d'être dans des situations où tu te retrouvais pas qui a fait que... C'est à force d'être dans des situations où, oui, où c'est trop. Tu vois, il y a un trop plein de faire à ta place, de penser à ta place. On pense que puisque tu viens d'ailleurs, tu sais pas. Et puis que tu vas te faire avoir. Encore maintenant, j'ai souvent des gens qui me tapent sur l'épaule. Attention, ton sac. Bon, mon sac, tu vois, on te met en garde contre des choses une espèce de méfiance, parce qu'ils pensent que puisque tu as une tête d'étrangère, tu vas être la proie de malversation ou d'agression. En 50 ans, j'ai jamais été agressée, tu vois. Même, c'est plutôt Ouais. des gens qui m'ont ramassé mon truc pour m'aider. Non, Il y a non. une surprotection. Il y a une surprotection, oui, on peut dire ça. C'est surtout peut-être qu'on n'arrive pas à se dire, lui, il a besoin de ça. Donc, bon, moi, je ne comprends pas pourquoi il a besoin de ça, parce que pour moi, ça ne me correspond pas. Mais d'arriver à pas vexer, à pas froisser, sans... et puis que quand même, toi, tu sois toi. Alors ça, c'était peut-être une difficulté. Puis après, il y avait toutes les aventures pas possibles que j'ai eues. Je suis tombée des nues, bah, j'ai appris. Hein. C'est des choses qui viennent de toi. C'est toi qui n'as pas un comportement. C'est ton comportement inconscient que l'autre perçoit comme tiens, bah, c'est possible avec elle. Non, c'est parce que tu sais pas te comporter de façon à dire ma limite, elle est là, stop. Tu as des exemples? Ben oui, j'ai eu plusieurs mésaventures, si tu veux. En plus, c'était des aventures que je raconte, mais c'était pas seulement moi qui les ai eues. Histoire d'un couple, par exemple, quand je suis arrivée au Maroc, en 73, il y avait un couple qui s'appelait les Pachou, très beau couple, physiquement beau, deux éducateurs qui travaillaient dans le centre où j'étais. Il s'appelait Pachou, lui c'était un, un mannequin, quoi. Il était beau comme un dieu, elle était mignonne, mais normale. Et puis, bon, moi j'arrivais, donc j'étais... Et puis en décembre, ils disent qu'ils partent. Ils se plaisent pas au Maroc, ça s'est pas bien passé, ils ont eu des mésaventures, ils ont... Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, il nous dit, on a eu des ennuis avec un mec, un Marocain qui nous a emmenés, qui a voulu nous faire, nous inviter au couscous. Et puis, il nous a dit, déshabillez-vous, il faut vous déshabiller. Si vous rêvez de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, j'organise une nouvelle masterclass le 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech. Durant 2 jours, vous allez pouvoir assister à des conférences avec des experts, avec des entrepreneurs qui ont réussi au Maroc. C'est aussi une bonne occasion de se retrouver dans la vie réelle, de partager entre humains. Là, c'est la première fois que j'en parle dans une interview, donc je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire à la masterclass. Passer la djellaba blanche. Pour le couscous, c'est la tradition chez nous. Eux, ils arrivaient, ils ne savaient pas que c'était la tradition chez eux. Donc, ils ont voulu mettre la djellaba. Le monsieur leur a dit non, non, mais il faut se mettre tout nu sous la djellaba. C'était des djellabas très jolies, là, très, très fines. Il dit non, on se met pas. On voyait tout, quoi. C'était transparent. Bref, ils ont rien compris. Ils étaient mal à l'aise. Le couscous était splendide. Il y avait des gâteaux, il y avait du thé, il y avait des fruits. Si tu veux, là aussi, c'était magnifique. Et eux, ils étaient très mal à l'aise. Et ça s'est pas bien passé avec ce monsieur. Bon. Et ce monsieur les a poursuivis. Ils n'ont pas supporté. Ils sont partis. Bon, ils nous avaient raconté cette histoire. On n'a pas fait trop attention. Et puis, un an après, moi, j'allais à la chorale. Il y a un copain de la chorale et on était deux Européennes, une dame, je ne sais même plus son prénom, qui était prof de droit à la fac, et moi.
Et un Mustapha qui était dans les ténors, dans notre chorale, nous disait toujours: faut venir prendre le couscous chez ma mère. Oui, oui, un jour on viendra prendre le couscous chez ta mère. Bon, on finit par se fixer un jour à midi, couscous chez ta mère. Rendez-vous devant la cathédrale de Rabat. On se retrouve, cette fille, je la connaissais que de la chorale, donc pas très bien. Et puis le Mustapha, il nous dit bon, alors je viens de rencontrer un copain, alors c'est comme vous voulez, on va soit chez ma mère, soit chez le copain, manger le couscous. Tu nous as invités pour le couscous chez ta mère, on va chez ta mère. C'est comme vous voulez, parce que le copain, il habite juste là. Ah bon, et ta mère, elle habite où? Khamra. Donc, Khamra, c'était à l'époque la gare des bus, là, le Presse-Citron. Ah oui, ça fait plus loin. Bon, personne n'avait de voiture. Bah écoute, je sais pas, si ta mère, elle a préparé le couscous, on va chez ta mère. Oui, mais c'est pas grave, elle comprend, c'est pas grave. Je sais pas comment ça s'est fait. Moi, j'ai dit, de toute façon, moi, à 3 heures, je faisais de l'aviron à l'époque. À 3 heures, je vais à l'aviron. Oh là là, mais si on va chez ma mère, on n'aura jamais fini. Alors, on va chez le copain. Bon, bah, c'est comme tu veux. On comprenait pas trop quand même, mais enfin bon. On se retrouve chez le copain, la prof de droit et moi, qui était effectivement à 2 minutes. Magnifique, du thé, des gâteaux. Et puis, à un moment, il dit, bon, ben alors on va passer, on va prendre le couscous. Alors, venez passer la djellaba. Tilt les pachous. Merde, on est chez ce bonhomme. Alors, donc la fille, elle fonce. La prof de droit, elle n'avait pas de background là-dessus. Oh, moi, j'étais mal. Je dis, mon Dieu, on est tombé dans les mains de ce prédateur. Et il nous ouvre un placard plein de magnifiques djellabas blanches. Donc on en prend une chacune. Elle était petite, moi je suis immense. On prend notre djellaba, puis il dit non, mais sur le djellaba, il faut se déshabiller. Ça. Je dis non, 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 moi j'ai fait la fière. Je suis au Maroc depuis 1 an, je sais qu'on ne se déshabille pas pour mettre une djellaba, puis j'ai jamais vu qu'on mette une djellaba pour manger le couscous, de toute façon. Si, 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 si. Je dis ah non, bah moi, s'il faut mettre la djellaba, je pars. Bon, 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 ah, je vois que le monsieur était vexé. Et puis ça s'est très mal passé. Tu vois. Moi, déjà, le couscous, qui était splendide, n'est pas passé. La fille qui se dotait de rien, je dis, mais mon Dieu, elle va pas comprendre que dans les mains de qui on est passé. Et puis lui, il faisait semblant d'être cultivé. Ah, vous avez lu le dernier prix Goncourt. Ah, vous avez vu la dernière exposition à l'atelier. Ah, moi, je dis non, non, moi, je ne lis pas, non, moi, je ne vais pas aux expositions. Et puis elle disait oui, 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 ah, oui, oui. Oh, je ne savais pas comment lui dire, attention, ce mec, il est dangereux. Bref, bon, ça s'est très mal terminé, effectivement, tu t'en doutes. Mais si tu veux, c'était vraiment. Je pense que on était des pigeonnes rêvés. Tu vois, ça ne peut pas arriver à n'importe qui, comme les Pachous. Le couple, c'était des pigeons rêvés. On n'a pas un comportement qui fait qu'on fait entendre que non, c'est pas pour nous tout ça. Bon, des aventures comme ça, tu vois. T'as pas oublié ce Ah, j'ai couscous. pas oublié la djellaba blanche, parce qu'en plus, bon, je sais ce qu'il est devenu et bien fait pour lui. Il l'a pas emporté en paradis. Mais non, non, c'était difficile. C'est des choses que, enfin, moi, je sais pas, dans ma vie en France, j'ai jamais rencontré ça, tu vois, des espèces d'arnaques comme ça. Mais bon, on était deux greluches, hein. Je veux dire, j'en ai voulu au Mustapha. Je lui ai dit après, j'ai dit vraiment, t'es un connard parce que tu savais bien ce qu'il voulait ton copain. C'était un rabatteur, tu vois. Je dis non, non, je te jure, je savais pas. Oh, je dis, écoute, on aurait dû aller chez ta mère. Mais après, j'ai pas compris comment ça s'était goupillé. Tu vois, s'il avait vraiment une mère à Kamra avec un couscous, ou si tout était ficelé d'avance, peut-être, hein, peut-être. Mais bon, si on avait dit, bah, d'accord, on va chez ta mère. Et l'autre partie de ma question, c'était ce qui t'a donné le plus de joie. Alors, ce qui m'a donné le plus de joie et qui m'en donne encore tous les jours, c'est cette espèce de rapport simple qu'on peut avoir avec les gens. Tu leur demandes quelque chose, ils te répondent, ils disent bonjour, c'est chaleureux, c'est chaleureux. Tu peux t'adresser à n'importe qui. Bon, des fois, tu leur demandes un truc, ils savent pas, mais ils te disent c'est à droite, à gauche, tout droit. Ils savent rien, mais ils veulent pas te dire non, je sais pas.
il t'envoie balader. Mais je veux dire, je trouve que c'est le rapport simple, que ça soit avec le gardien de voiture que tu vois tous les jours, avec ton épicier, avec ton patron. Euh, je trouve que le rapport humain est beaucoup plus facile. Et j'aime bien. Voilà, C'est plus accessible. c'est accessible et puis c'est quelque part, si tu veux, tu te sens exister pour l'autre. Ce qui est pas forcément le cas en France. On peut te marcher dessus, on ne te voit pas. Et c'est aussi une anecdote, mais que je comprends maintenant. Je n'avais pas tellement compris au départ, au moment où ça s'est passé. J'avais une copine très très belle quand on était jeunes, dans les années 80. On travaillait ensemble. C'était une fille qui était née ici, une Française qui était née ici, qui était une grande blonde, belle fille, jeune et tout. Et on avait travaillé ensemble. Puis elle me dit un jour, tiens, bah, si tu veux, j'ai l'occasion, on peut partir aux États-Unis. On va partir aux États-Unis. Donc effectivement, on est partis aux États-Unis toutes les deux. On devait faire 5 jours à New York, 5 jours à Boston, 5 jours à Washington. Et à New York, les 5 premiers jours, au bout de 3 jours, elle se met à pleurer. On était dans une auberge de jeunesse. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... Mais t'as pas vu, tu trouves pas que tu te rends compte de rien, toi? Mais je dis, de quoi veux-tu que je me rende compte? Mais tu vois pas que les gens, ils nous ignorent? Bah, je dis, les gens, ils nous ignorent. Oui, je dis, bah, à New York, comment veux-tu qu'on n'est pas des stars, hein? Oui, tout le monde nous ignore, mais on a la paix. Ah non, moi je supporte pas. Tu pourrais être habillée comme une Marie. Elle était très élégante toujours. Comme une Marie Souillon, ils font même pas attention. Bah, je dis, qu'est-ce qu'on s'en fiche, Elisabeth? C'est pas. On s'en fiche. Non, moi je m'en fiche pas. J'ai l'impression d'être une merde. Et elle me fait une crise de presque de dépersonnalisation. J'écoute, vraiment, on est tranquille au moins ici. T'as pas les mecs qui te draguent, t'as pas. Et elle était très très malheureuse. Et maintenant, enfin, plus tard, j'ai compris. Si tu veux, ici, c'est vrai que tu te sens passer. Tu te sens exister quand on te regarde. Bon, c'est vrai que les regards des mecs, c'est souvent pas anodin, mais on s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche. Euh, et elle, ayant grandi à Rabat, depuis toute petite, si tu veux, elle se sentait exister dans le regard des gens. Et à New York, elle était devenue complètement anonyme et c'était insupportable. C'était vraiment de la dépersonnalisation. Et des fois, je ressens pas de la dépersonnalisation, mais je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. C'est qu'ici, tu vois, hier, je sortais de chez moi et puis il y a un garage, mais vraiment tout près de chez moi, il y a une grosse voiture qui sort d'un garage. Donc, je voulais laisser passer la voiture. Puis je vois derrière le pare-brise une dame qui avait un foulard, des grosses lunettes de soleil, et puis qui me fait. ah, Je regarde, puis. Alors bon, je vois que c'est à moi, elle me fait ça. Des gestes super sympas. Je ne sais pas du tout qui c'est cette dame. C'est peut-être une parente d'élève, c'est peut-être certainement quelqu'un que je connais, mais que je n'ai pas reconnu avec le pare-brise et son foulard et ses lunettes. Bah, tu vois, j'étais contente que cette dame avait l'air contente de me voir. Elle me faisait des petits signes sympathiques. Et voilà, ici, je trouve qu'on se sent, on existe pour les autres, quoi. Ce qui en Europe devient difficile. Et tu m'as dit qu'il y avait des gens qui te reconnaissaient de la vidéo aussi, de l'interview. Ah oui, 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 oui. De l'interview, moi j'étais surprise parce que j'ai cru que c'était une interview faite pour des étrangers qui voulaient s'installer au Maroc. Bon, je dis, bah, personne va me connaître. Mais si, et puis dans la rue, les 3 premières semaines, je vous ai vu à la télé. Ah, je dis, non, non, c'est pas à la télé. Si, 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 si. Je dis, oui, c'est une interview. Et C'est des quelque gens que je chose. connaissais pas, tu vois, des gens de mon quartier qui savent Parce bien. qu'on a beaucoup de Marocains qui regardent la chaîne, hein. Ah oui, Mm. ah oui, oui, oui. Puis des Marocains installés ici, quoi, hein. Ah non, j'ai eu. C'est tout juste si je signais pas des autographes dans la rue. Non, c'était très touchant. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi je l'ai vécu récemment, mais c'est pas forcément lié au Maroc, c'est que avant je vivais à la campagne, et tu sais, à la campagne, dès que tu sors, chaque personne que tu croises, tu lui dis Ah oui, bonjour et ouais, tout ouais. ça. Ici, maintenant que je suis à Kenitra, personne quasiment te dit bonjour. C'est Ah, même ah, quand je promène mes chiens, tu croises des gens.
Mais il n'y a plus ce contact Ouais, comme à la campagne. ouais, Et ça ouais. me fait bizarre, tu Ah vois. ouais. Et pourtant, c'est déjà... On te dit bonjour quand même de temps en temps. Oui. Mais de temps en temps, hein. En France, jamais. Oui, puis cette la baisse, Kochi, la baisse, Moldar, la baisse, Hal, la baisse, euh, c'est sympathique aussi, tu vois. C'est vrai que... Tu veux que je te raconte une histoire? Quand je suis arrivée au Maroc, une collègue m'avait invitée à une fête de départ de la Mecque, départ à la Mecque. Donc c'était dans un appartement, en plein centre-ville. Elle me dit, tu viens à telle heure. Donc je viens à telle heure. J'avais essayé de m'habiller correct, mais enfin j'étais habillée à l'européenne. Et je rentre dans un salon. Alors déjà, ça m'avait fait drôle, parce que ça n'existe pas en France. L'appartement, c'était dans un immeuble. Toutes les portes étaient ouvertes. Et puis je rentre dans le salon et je vois des dames, des dames, des dames, des dames assises, serrées les unes contre les autres, sur des banquettes comme ça. Ça m'a fait drôle. Alors elle papotait. Donc je rentre, je vois pas ma copine, je m'assois sur un coin de banquette et puis je regarde comme ça, je regarde. Et puis dès que je croisais les yeux de quelqu'un, elle me faisait. Bon, alors je baisse les yeux. Moi, je dis, il n'y avait pas de son, j'entendais rien. Donc je baisse les yeux comme ça, puis je relève les yeux, puis une autre. Et comme ça, dès que je levais les yeux vers une autre dame, parce que moi je cherchais ma copine, tu vois, c'était l'horreur, je comprenais rien. Pourquoi elle me dit des choses que j'entends pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Rien du tout. Puis comme j'étais au bout des banquettes, à un moment, il y a une dame qui arrive avec un plat d'épinards et 3 œufs durs sur les épinards. Oh, je dis 3 œufs durs, on est nombreuses. Et elle me tend l'assiette. Alors, je savais pas, je dis: «Je peux pas prendre un œuf, je peux pas». Et les épinards, il y avait pas d'assiette, pas de cuillère, pas de... Alors je la regarde, puis je fais l'air de dire: «Je sais pas ce que je dois faire». Alors elle me prend la main, puis elle me fiche, une petite boule d'épinards, dans la main. Bon, je dis: «Bah, je vais voir ce qu'il faut faire». Et puis, elle fait le tour et puis effectivement chacune prend d'épinards et reste comme ça. Alors donc je dis, bah tiens, je sais pas, l'épinard, qu'est-ce que c'est? On t'a compris ce que c'était. En fait, c'était du henné, mais moi, tu vois, pour moi, ça ne rappelait rien que les épinards qu'on mangeait quand j'étais petite avec des œufs durs, comme ça. Et c'était le henné. Et en fait, les dames, elles me souhaitaient la bienvenue, la baisse, Kulchi, la baisse, Mouldar, la baisse, la baisse, Oulidet, la baisse. Mais bon, je ne savais rien, tu vois. Et toute cette gestuelle, tout ce truc, tu te sens bête, quoi. Tu te dis, mais je comprends rien, je sais rien. Et voilà, c'était vraiment des interrogations, tu es mal à l'aise, quoi. Alors qu'elles étaient toutes adorables et que... Mais t'as pas les codes, tu les apprends. C'est comme ça que tu apprends petit à petit, hein. Bien sûr, bien sûr. La première interview, j'avais oublié de te poser ça. Toi, tu es à Rabat. Quels sont les endroits que tu aimes le mieux et que tu te sens le mieux? Ce que je me sens le mieux, c'est à Rabat. Je me sens très bien à Rabat, au centre-ville, parce que maintenant, le Rabat nouveau, je ne connais plus rien. J'aime ce qui m'est familier. Donc, j'aime Rabat et la Médina. Maintenant, moi, depuis très, très, très longtemps, je fais des randos. Tous les ans, une grande rando où tu peux te décrasser de tout ça. Donc, maintenant, j'ai un peu de mal à monter en altitude parce que je n'ai plus trop la musculature qu'il faut. Mais j'ai fait beaucoup de randos dans les montagnes, dans le Haut-Atlas. Et maintenant, je vais au moins une fois par an dans le désert. Ça, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lequel? Ah ben, en dessous de Zagora, tu vois, on descend et puis... Hamid. oui, enfin encore plus bas, hein, là où il n'y a rien ni personne. Voilà, vers Mohamed. Mais voilà, moi, il me faut mes 10 jours de désert par an. Ça, c'est vital. Ah, j'aime beaucoup aussi. Ah ouais, bon, c'est pas que le désert. J'aime le désert, mais j'aime aussi les chameliers, j'aime aussi toute cette ambiance où nous, on est des espèces de... C'est là que tu te rends compte que notre civilisation, on n'est quand même pas...
au sommet du développement, quoi, parce qu'on est bon à rien, qu'à marcher, avec nos godasses achetées très cher chez Decathlon ou ailleurs. Et eux, tu vois, ces hommes du désert qui savent tout faire, la bouffe, les paquets, les bagages, réparer tes chaussures si elles sont craquées. Enfin, ils savent tout faire avec rien. Tu te dis, on se croit civilisé, mais je ne sais pas si c'est bien vrai. Qui est le plus civilisé des deux? Et ils arrivent à marcher des heures en sandales. Des heures, ouais, en sandales avec des. Et nous, alors, on arrive, on est fatigué. Maintenant, il nous faut des chaises pour s'asseoir parce qu'on a les hanches qui qui plient plus. Enfin, c'est. Non, non, ça remet en place qu'est-ce qui est vraiment la bonne civilisation, quoi. Et dans Rabat, tu as des endroits, des lieux. Alors, dans Rabat, ben, j'aime beaucoup les parcs. Il y a des parcs, quand je fais du sport ou du qigong ou de la forêt du Hilton, ou maintenant il y a le parc Hassan II, le parc qui est derrière chez moi, là, derrière le cinéma royal, qui est très beau aussi. J'adore la Médina. Moi, il me faut un petit peu de Médina chaque semaine. Les Zoudayas, j'ai un peu de mal avec les nouveaux Zoudayas. Euh, bon, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les Zoudayas. Maintenant, voilà, ces Zoudayas où il n'y a plus. Ouais, ça a changé, donc il faut que je m'habitue. Ça. C'est quoi qui a changé? Mais ils ont tout refait. Alors, le lieu est exactement le même, mais il y avait des. Je sais pas comment on appelle ça, un toit, enfin, si tu veux, un abri. On n'était pas en plein cagnard, quoi, comme maintenant, il n'y a plus rien quand on s'assoit sur les bancs. Et je pense qu'il y a plein de carrelages qui ont sauté aussi. Et ils ont bien refait. Le lieu est toujours magique, hein. Les gens qui n'ont pas connu avant, ils ne regrettent pas. Mais moi, les nostalgiques des Oudayas d'avant. Qu'est-ce que. Bon, j'ai eu la chance de connaître Darbaraka, qui maintenant est devenue une maison d'hôtes, qui pour moi est la plus belle maison du monde. C'était. Je ne sais pas si tu vois où c'est. Non, c'est où? C'est aux Oudayas. C'est au bout juste avant l'esplanade, au bout de la rue qui mène à l'esplanade. Et c'est une maison, je ne sais pas, elle est magique, tu vois, c'est une maison qui est sur plusieurs niveaux. Il y avait, parce que ça a changé maintenant, ils ont tout refait, mais il y avait un niveau jardin, puis des terrasses, et puis des petites pièces, et puis ça. Le lieu géographique est magique parce que c'est à l'embouchure, donc tu as le fleuve, Salé, la mer, tu es à la pointe du monde, quoi. Et puis l'architecture, c'est une architecture à la fois, je pense, je ne sais pas si ça existait avant le protectorat, mais je pense que c'est quand même des Français qui ont fait parce que c'est des petites pièces, ça n'a pas du tout le- la- l'architecture traditionnelle d'un patio. Et c'était des petites pièces, mais avec tout l'artisanat marocain magnifique, tu vois. Et cette maison est magique. Alors maintenant, bon, j'y suis pas retournée parce que c'est une maison d'hôte. Donc ça, c'était le lieu le plus beau que j'ai jamais vu, d'Arbaraka. C'est vrai que la vue aussi est magnifique là-bas. Ah, la vue, ouais, ouais, elle est magnifique et c'est à la fois dans la vie, c'est en plein dans l'animation de la vie, tu vois. Mais tu es là-dedans, tu es dans un autre monde, quoi. Puis c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est d'une beauté à tomber par terre. Et d'un point de vue culturel, il se passe beaucoup de choses aussi à Rabat par rapport à d'autres villes Ah marocaines. oui, Rabat, mais il y a longtemps, on allait à tout, puis on sortait 2, 3 fois par semaine. Maintenant, c'est impossible. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bah, je vais au cinéma, je vais au théâtre, il y a beaucoup de concerts de musique. Quand même, il s'est créé aussi beaucoup de le concert philharmonique, pas le concert, l'orchestre philharmonique du Maroc, l'orchestre royal, symphonique royal. Il y a maintenant des bons orchestres musicaux qui, quand on aime la musique, on se régale. Et puis, il y a des spectacles tout le temps, des humoristes, du théâtre. Ah non, non, on est super gâtés, on ne peut pas aller à tout. Et il y a un nouveau théâtre qui devrait ouvrir. Il y a un nouveau théâtre qui, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on On va, attend. on attend quand est-ce qu'on va pouvoir en profiter. Mais déjà, le théâtre Mohamed V, il est beau, c'est aussi un beau théâtre.
Toi, tu es dans une association pour les Français Oui. qui viennent ici. Est-ce que tu as aussi des entrepreneurs dans toutes ces personnes? Alors nous, on a un peu d'entrepreneurs, mais si on a un peu on a si on a un peu d'entrepreneurs, mais on a surtout à un moment, on avait des enseignants. Maintenant, ça évolue, beaucoup de retraités. Si tu veux, la population française, elle évolue aussi. Il y a 40 ans, c'était des coopérants, essentiellement. Les coopérants sont partis. Nous, on est une association avec des valeurs un peu, si tu veux, plus de gauche que... Donc les entrepreneurs, ils vont plutôt à l'UFE, qui est une autre association, qui a une autre sensibilité. Mais bon, j'ai des liens avec certains entrepreneurs, mais je trouve que on a de plus en plus de franco-marocains, bien sûr, parce que c'est aussi la population française qui revient. Et il est de plus en plus difficile pour des Français qui viennent comme ça de s'installer au Maroc, parce que il n'y a pas beaucoup de travail pour des freelances, quoi. Il faut vraiment, s'il faut monter sa société, s'il faut gérer les problèmes administratifs, c'est difficile. Donc, soit tu viens dans un cadre, et là, ça va. Et c'est surtout sur Casablanca. Moi, mon association, elle a des antennes partout. Mais nous, c'est surtout sur Rabat. Donc, c'est beaucoup des gens qui arrivent, qui se renseignent. Malheureusement, quand ils sont jeunes, ils repartent au bout d'un an ou deux, déçus. Parce que tout ce qu'ils trouvent, c'est les centres d'appel pour avoir un salaire à peu près correct. Et les centres d'appel, on s'en lasse vite, quoi. Tu vois, quand tu as des diplômes, que tu croyais que tu allais pouvoir travailler. Donc, il y a de plus en plus aussi, ça, c'est nouveau. À mon époque, il y avait des couples mixtes, c'était la femme qui était française et le mari qui était marocain. Maintenant, on a beaucoup dans l'association de Français qui épousent des jeunes Marocaines. Et là, c'est dur pour eux. Là, on en a encore un qui est reparti, ça fait 1 an et demi qu'il est là, mais il n'a rien trouvé que les centres d'appel et il repart. C'est difficile. Il ne faut pas croire qu'on vous attend. Ou alors, faut vraiment avoir la casquette entrepreneur, où tu as un business que tu veux créer ici. Ouais, mais même créer un business, c'est pas si facile, hein, Ah non, quand tu es étranger. c'est très difficile. Soit il te faut un associé marocain, ou tu vas trouver l'associé quand tu connais pas. Non, non, on t'attend pas, hein. On t'attend pas. Il faut vraiment être prêt à beaucoup de choses et à ce que ça soit difficile. Les démarches sont difficiles, carte de séjour, n'en parlons pas. Euh, Hors cadre, c'est difficile. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a la croyance que c'est facile. Mais oui, parce que oui, il y a la croyance que c'est facile, qu'on va les attendre parce qu'ils ont bac+5, mais on s'en fiche. Il y a plein de Marocains qui ont bac+5 et qui sont aussi bien qu'eux. Et puis ils connaissent pas, ils parlent pas l'arabe. Il faut quand même être de plus en plus bilingue pour quand tu fais une entreprise au Maroc. Oui, puis il faut venir avec des capitaux. Le problème d'argent, c'est pas facile non plus avec l'office d'échange. Voilà, il faut vraiment que les gens sachent que il faut qu'ils viennent voir. Alors ça, on a beaucoup de gens qui viennent voir. Mais autant ça se passe bien en général pour les retraités, parce que là, il y a des conventions et que c'est vraiment le Maroc attend. Ils souhaitent avoir des retraités. Pour eux, et qu'il y a des textes et des facilités. Mais les autres, C'est plus il compliqué. faut en vouloir, ouais. Il faut en vouloir. Et même, j'ai remarqué aussi, beaucoup s'attendent à ce que ça marche très vite. Mais un projet, ça peut prendre 2, 3, 4 Mais ans avant de... bien sûr. Et puis, il faut te faire accepter. Et puis, il faut que tu apprennes. Et puis, même si c'est pas forcément l'arabe, mais il faut que tu apprennes comment ça marche. Un Marocain qui va monter quelque chose en France, on l'attend pas non plus, hein. D'abord, il faut déjà qu'il ait un visa, long séjour et tout. Non, non, si on veut s'expatrier, ça se travaille, quoi. Et certains s'adaptent pas à la mentalité aussi. Et Ben, certains s'adaptent pas à la mentalité, certains deviennent aigris ou deviennent racistes alors qu'ils l'étaient pas. Bon, après, il y a des associations comme Rabat Accueil qui sont plus dans l'accueil des expatriés que mon association qui s'appelle Français du Monde. Alors, je sais pas, il faudrait que tu les vois. Peut-être que ils auraient d'autres sons de cloche à te donner, mais je pense que quand même c'est difficile le Maroc, c'est difficile pour des gens
dans l'entreprise. Et pourtant, c'est un pays qui fait de plus en plus rêver, et que je vois sur Internet, tu vois, et même notre chaîne. Mais il y a des reportages qui sont faits, mais qui sont faits en direction des retraités. J'ai pas vu de reportage disant venez entreprendre au Maroc. Mais venez passer votre retraite au Maroc, oui, ça, il y en a. Et effectivement, ça marche, ces reportages-là. Mais venez entreprendre au Maroc, je sais pas, toi, tu es plus dedans. Ouais, sur ma chaîne, ouais. Oui, sur ta chaîne. Mais si tu veux les reportages grand public, là, sur Antenne 2 et tout. Ça commence petit à petit, ouais. Ouais. Parce qu'il y a eu la période des riads. Tout le monde a voulu faire un riad. Et puis, beaucoup se sont cassés la figure. Il y en avait eu tellement, il y a eu le Covid, il y a eu... C'est vrai qu'on monte souvent les retraités. Pour les retraités, je sais qu'il y a une vraie volonté marocaine de faire venir des retraités. Il y a des incitations fiscales et tout. Ça, c'est possible. Tu as une carte de séjour pour les retraités, tout ça. Mais entrepreneur, pour être auto-entrepreneur, il faut une carte de séjour. Quand tu arrives, tu n'as pas la carte de séjour, donc c'est le truc qui se mord la queue. Non, non, c'est pas si facile que ça. Ouais, faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Et Français du Monde, c'est quoi votre mission? Alors nous, notre mission de Français du Monde, c'est d'être à l'écoute des Français qui en ont besoin, des Français de l'étranger. C'est une association qui existe dans le monde entier. Donc on est à l'écoute des Français. Ça, c'est pour ce qui est des Français. Et on siège dans toutes les commissions consulaires, dans tous les consulats du monde qui existent. Il y a des commissions qui attribuent des bourses aux enfants scolarisés, aux enfants français scolarisés dans le système scolaire français. Donc il y a un budget qui vient du ministère des Affaires étrangères, de la direction des Français de l'étranger, qui tombe dans les consulats, qui répartit ce budget aux demandeurs de bourses. Donc notre association siège dans ces commissions. Il y a des commissions qui s'appellent CCPAS, pour la protection et l'action sociale. Et là, il y a des allocations qui sont attribuées aux Français âgés, sans ressources, allocation de solidarité, aux Français handicapés, adultes et enfants. Et aux enfants qui sont souvent des enfants avec des parents marocains ou une maman marocaine qui est sans revenu. Donc c'est une aide mensuelle pour les enfants. Donc ces budgets-là, notre association siège avec le consulat et les autres associations pour répartir, étudier les dossiers et distribuer l'argent de l'État. Donc on est en contact avec les demandeurs, on est en contact avec le consulat. Alors voilà, ça c'est une des missions. On a une particularité aussi, c'est que de nos rangs sont élus des conseillers pour les Français de l'étranger. Donc chaque consulat a un nombre de conseillers proportionnel au nombre de Français immatriculés. Nous, à Rabat, on en a 4. Moi, j'ai été conseillère pendant 7 ans. On a 3 sur 4 conseillers à Rabat qui sont issus de notre association. Donc on est, si tu veux, très en contact entre les problèmes, les demandes des Français et les instances qui peuvent les régler. Alors le consulat, pour beaucoup, mais aussi nos élus. On a un député dans notre circonscription, on a 12 sénateurs pour les Français de l'étranger. Bon, eux, ils ne sont pas spécifiquement pour la zone, mais ils sont pour les Français de l'étranger. Donc on est en lien aussi pour faire entendre à nos élus les besoins législatifs de modification de loi, parce qu'on peine à ci, parce qu'on peine à ça. Et donc on a aussi un rôle de faire entendre les besoins des Français de l'étranger ou les difficultés ou faire évoluer les lois. Eux, ils font évoluer les lois. Et puis on a un petit rôle, dans la mesure où il nous reste du temps, d'animation, c'est-à-dire d'organiser des pique-niques, des soirées-jeux, pour que les gens se rencontrent et soient heureux ensemble, quoi. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et alors de plus en plus, on fait des permanences tous les mercredis, nous, à Rabat. C'est une aide administrative, ce qu'on disait, quoi. Envoyer les feuilles de sécu à la CFE, faire une liquidation de retraite. J'ai entendu là un monsieur sur ta chaîne que je vais rencontrer d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'occupe des retraites là. Mustapha. Mustapha. On a rendez-vous bientôt. Et
Donc nous, on fait ça. On fait ce qu'il fait pour nos adhérents, et c'est de plus en plus difficile, tu vois. Il y a des QR codes, il y a des, tu vois, il faut un téléphone comme ci, comme ça, pour te prendre en photo, pour envoyer ton certificat de vie. Enfin, c'est pas simple. Donc on fait beaucoup, notre permanence, elle ne désemplit pas de gens qu'on aide à tout ça, et beaucoup d'informations sur tout ce qu'on disait. Vous êtes couvert par ça, et non par la carte vitale, etc., etc. Donc de l'information, et puis après, voilà, des aides parce que les consulats, maintenant, c'est de plus en plus difficile d'avoir un contact direct. Tu peux plus te pointer. Il faut prendre rendez-vous par Internet, savoir à quel service tu dois aller. Et ça, on aide les gens à faire ça. Donc voilà, on est, j'espère, des partenaires efficaces pour les consulats, mais en tout cas, on aide aussi les Français à avoir les informations qu'il faut. Tu as déjà développé certains points, mais c'est quoi les problématiques qui reviennent le plus souvent? Le plus souvent, beaucoup les certificats de vie, toutes les retraites qui sont suspendues. Parce qu'en plus, maintenant, en France, depuis 2 ans, on se méfie des gens qui touchent des retraites indûment. Donc, ils se méfient de tout le monde. C'est comme pour les visas, il y a 2 sur 10 qui restent, et ben les 8 autres, ils payent pour les 2 qui ne sont pas dans les clous. Donc, beaucoup de retraites cette année ont été suspendues, soi-disant parce que les gens n'avaient pas envoyé leur certificat de vie, mais ce n'est pas vrai. Ils ont coupé systématiquement les retraites qui sont à l'étranger pour vérification, soi-disant. Alors, il y a des gens qui vivent de cette petite retraite, hein, c'est souvent pas des grosses retraites. Donc, beaucoup rattraper ça. Qu'est-ce qu'il faut pour rattraper une retraite? On téléphone pour eux à leur caisse de retraite, à Gircarco, la CNAV, là, tout ça. Après, savoir, parce qu'il y en a qui viennent, et puis ils viennent, voilà, c'est tout. Ils louent une maison, et puis ils se rendent compte un jour bah, que la carte vitale ne marche pas, enfin, c'est tout ce qu'on dit. Donc, on leur explique pourquoi, comment, ce qu'il faut faire. Donc, beaucoup d'informations sur la couverture retraite, couverture sociale, boulot. Beaucoup de gens qui nous demandent du boulot. Des gens qui nous demandent à louer, parce que c'est très difficile de trouver où se loger maintenant. Très difficile. Donc, dans notre assos, on diffuse les, enfin, les demandes quoi, d'appartements. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, si je Oui, peux. Euh, j'ai un couple qui suit ma formation, qui veulent s'installer à Rabat, oui. et ils me posaient des questions justement sur les différents quartiers. Toi, tu conseilles quoi comme quartier à venir visiter, découvrir? Ben, ça dépend quel est leur budget. S'ils ont un budget correct, ben, ils peuvent aller à Riyad ou à Lagdal. Moins cher, un peu moins cher, c'est Hassan et centre-ville. Encore moins cher, c'est Youssoufia, Mabella, etc. Mais tout ça, ça devient cher. Et je ne sais pas quel est le moyen de ces gens, mais sinon, il faut aller à Salé hein, pour trouver des loyers qui sont ou dans les quartiers périphériques. Moi, je l'ai vu quand, à la base, je voulais m'installer à Rabat, puis j'ai choisi Kenitra, parce que Kenitra, c'est beaucoup moins cher. Oui, Mais oui. Rabat, c'était... Ah, Rabat, c'est terrible en ce moment. Puis alors, ils ont démoli plein de quartiers, c'est pas encore reconstruit. Les moyens de transport, c'est pas encore bien déterminé. Non, c'est dur de se loger à Rabat, Surtout si tu en veux ville. une villa. Ah bah, une villa, tu trouves plus. Tu trouves plus. Il y a une époque où, à côté de l'école Camus, là, tu avais plein de villas abordables, quoi, pour 5 000, 6 000 dirhams. Mais non, c'est vrai que les villas, il y en a pratiquement plus. Un petit peu peut-être aux Orangers, un petit peu, ouais, un petit peu aux Ça Orangers. s'est déporté vers les périphéries. Et les périphéries, bon. Maintenant, avec les petits taxis, avec InDrive, on circule quand même facilement. Mais bon, des fois, ça bouchonne quand même un peu dans Rabat, hein, quand tu es aux alentours des écoles, à l'heure de sortie des élèves. C'est pas. Tu utilises InDrive? Oui, ah oui, Ouais, c'est oui. pratique. Ouais, c'est pratique. Non, dès que tu veux sortir de Rabat, de toute façon, tu peux. Il n'y a que ça. Enfin, ou les grands taxis, mais InDrive, c'est pratique. Ouais. Puis on se fait des copains et tout. Ouais. Et justement, ces Français, ces retraités, ils choisissent quel quartier en général?
En général, ils aiment bien être au centre-ville ou à Hassan. Hassan est très prisé, mais la Tour Hassan, c'est joli, c'est beau comme quartier, mais Il faut les moyens aussi. c'est-à-dire il n'y a plus grand-chose. Et ça a été c'est très occupé. Il y a très peu d'offres, très peu d'offres. Maintenant, c'est dans les grands immeubles, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, quoi, aux alentours de. Il y a de plus en plus ce type d'immeuble où on est en ce moment qui pousse de partout, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, ils seront bientôt habitables. Puis après, dans les périphériques, là, à Bouznika ou à la plage, on dit, mais comment ils vont occuper tout ça, quoi? Est-ce que ça va être loué, je sais pas. Ou loué, acheté. En dehors de Rabat, tu aimes quelle autre ville du Maroc? J'aime Tanger, très joli Tanger maintenant, c'est beau. J'aime Tanger, bon, je connais un petit peu Fès, mais bon, c'est difficile Fès. Ça monte, ça descend, il fait chaud, c'est un peu difficile. C'est beau. Non, voilà, Tanger, Rabat, Salé, j'aime beaucoup Salé. La Médina de Salé, la Marina. Voilà, mais moi, voilà, je suis bien à Rabat et dans le désert. Je suis un peu monomaniaque. T'as tes habitudes. J'ai mes habitudes et voilà. Dans la première interview, on a parlé aussi de ton implication dans le milieu associatif et tout ça. Mhm. C'est quoi les évolutions que tu as vues dans ce milieu? Alors, oh ben, il a explosé le milieu associatif au Maroc avec ce changement de roi en 1999. Le roi Mohamed VI a été très, très, a beaucoup favorisé la création d'associations. Donc, c'est un milieu qui a explosé. Et maintenant, il y a des associations partout, 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 partout. Et c'est vrai que je parle de mon association qui est l'AMSAT. Si tu veux, il y a 40 ans, on était les seuls. Et il suffisait qu'on aille frapper aux portes pour qu'on ait des sous. Mais à partir de 2000, disons 99-2000, il y a eu la fondation Mohamed V. C'était là qu'il fallait faire des dons, les gens qui pouvaient faire des dons, et les associations devaient demander. Ça centralisait, voilà, la fondation centralisait les dons et les subventions et les mécénats, et c'était redistribué. Et je sais que nous, bah, quand on a été voir la fondation Mohamed V, parce que les Marocains nous disaient, qui nous finançaient jusqu'alors, nous disaient non, non, maintenant on donne à la fondation, allez voir la fondation. Et la fondation nous disait, et c'était vrai, mais vous êtes riches hein, par rapport à toutes ces petites associations qui débutent, on les aide. Donc on a eu un coup de mou là, parce qu'on n'arrivait plus à trouver de financement parce que les associations explosaient et il fallait partager les financements. Dans le milieu associatif a beaucoup, beaucoup progressé et dans le domaine du handicap, qui est le domaine que je connais le plus, on a beaucoup de partenaires maintenant qui s'occupent de ce sujet. Surtout que ça a été bien aussi valorisé par le roi de faire des choses pour le handicap. Donc, et puis là, l'école inclusive et tout ça, ça a été aussi, ça a impacté aussi le Maroc et c'est une bonne chose. Il y a des difficultés actuellement encore qui persistent pour les personnes en handicap? Ah oui, bien sûr, parce que il n'y a pas encore d'allocation. Je veux dire, une personne handicapée, elle peut avoir une carte pour prendre le bus, mais bon, il n'y a pas d'allocation enfants handicapés, adultes handicapés. C'est les associations qui les aident. Mais bon, je vois, nous, on s'occupe des trisomiques, mais on n'aide pas, on ne donne pas d'aide. On apporte des rééducations, des formations, scolarité, choses comme ça. Mais les familles, ce qu'elles attendent, c'est une petite allocation, quoi. Et ça, c'est pas encore d'actualité, quoi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'handicapés et non, non, il y a encore du chemin à faire, mais ça a vraiment bien, bien, bien progressé, bien, bien, bien. Pour les personnes en fauteuil, c'est parfois compliqué aussi de... Ah bah oui, l'accessibilité, bien que, tu vois, nous, on a construit pour notre association, et maintenant, je pense que tout ce qui est construit doit être accessible, hein. On est obligé d'avoir des pans inclinés, des barres, même si nous, on s'occupe de trisomiques qui
qui sont ni malvoyants, mais tous les nouveaux bâtiments doivent être accessibles. Ça, c'est dans les textes. Alors, c'est respecté ou pas, mais au moins, il y a des textes. Mais c'est dur, les trottoirs sont ou trop hauts ou défoncés. Ah ouais, non, c'est pas ça. Quand j'étais à Marrakech, les trottoirs, c'est une aventure. Ah oui, les trottoirs. Bon, ici, Rabat, c'est magnifique, mais souvent, ils sont encore trop hauts. Et, non, non, c'est encore difficile. Et puis, tu peux pas monter dans un bus, un train, c'est pas possible. Euh, je pense que la gare de Lagdal, tu dois pouvoir y accéder en fauteuil. Rabatville, impossible, quoi. J'ai vu, à Kenitra, ils ont modernisé les bus et il y a un système pour les personnes en fauteuil. Ah, Ouais. c'est bien. Je crois que tout le Maroc est en train de... Oui, oui, tout le Maroc va s'y mettre, hein, c'est bien. Non, puis la propreté, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce que c'est propre Enfin, du moins à Rabat, je connais pas tout le Maroc non plus, mais tu vois ces messieurs qui ramassent toute la journée avec leurs pinces là, et leur sac poubelle. On peut lécher par terre maintenant, hein. Moi, je t'avoue, je suis encore un peu choqué toujours. Tu vois, à Kenitra, toujours, là, je suis près de la forêt et il y a des hommes qui nettoient régulièrement, mais à peine ils sont passés, le lendemain, il y a de Ah nouveau oui, des... ah ça, Tu vois, les incivilités, c'est encore très, très, très... c'est Ah oui, quasi interminable, quoi. ah ouais, ben, je sais pas, il faudrait plus de campagnes de sensibilisation. Ah oui, oui, moi hier encore dans la rue, un gars qui jette son pot de Raibi par la fenêtre, alors que c'est propre comme tout partout. Oui, ouais, non, ça c'est au niveau individuel. Mais voilà, je me souviens quand j'étais arrivée, j'étais invitée chez la cuisinière du centre où je travaillais, qui habitait au bidonville. Un bidonville qui a été rasé maintenant. Tout autour, c'était dégueulasse, c'était une vraie décharge poubelle. Et chez elle, c'était nickel, c'était propre, tu vois, c'était vraiment un bidonville. Elle habitait sur la terre et tout, mais c'était d'une propreté extraordinaire dans des conditions comme ça, très, très précaires. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que c'est super propre chez vous tous, et puis là, dès qu'on sort, elle dit, parce que dehors, c'est à personne. On s'en fiche. Donc voilà, c'est à personne. Donc, Ce qui me fait le plus de mal, c'est quand c'est dans la nature. ah bah oui. Non, mais c'est Tu sûr vois. que moi aussi, j'étais à une Minzel là, le week-end dernier. Ah, mais la campagne, c'est dégueulasse, dégueulasse. Alors que Rabat est si propre, alors que on nous montre l'exemple toute la journée avec ces hommes qui balayent et tout, mais ça passe pas dans le... Mm. Il y a encore des choses pour ce niveau-là. Encore, ah oui, oui, oui. Ah ouais. Je sais pas si là aussi c'est à personne, donc on s'en fiche. Mais c'est à nous quand même, c'est la planète, elle est à nous. Oui, puis Elle c'est n'est pas la à personne. nature, Ah oui, quoi. oui, oui. Et la nature, elle est pour nous. Mm. Et t'as suivi récemment ce qui s'est passé pour les chiens errants, enfin les animaux errants? Non, Ok. Il y a des nouvelles lois qui sont passées. je suis pas très, très branchée sur les animaux. Là aussi, il y a beaucoup d'associations au Maroc qui font des choses. Ah oui, oui, oui. J'espère qu'il les traite bien. Il les traite C'est, bien. Toi qui es plus chien que moi, c'est un sujet complexe c'est ici. complexe, hein. Mm. Je m'y connais pas beaucoup en animaux. Et un jour, il y a une dame qui m'appelle. Je travaillais encore et puis elle, le consul devait m'appeler à la récré. Je lui dis, vous m'appelez à la récré parce que quand je suis en classe, je réponds pas. Donc je prends mon téléphone, j'étais de surveillance de récré, le téléphone sonne. J'ai cru que c'était le consul puisqu'on s'était donné rendez-vous. Oui, ah Marion, c'est Marie-France. Je dis Marie-France. Oui, Marie-France, tu sais, Marie-France. Ah, Marie-France, que... Alors, Marie-France, c'est une dame que je connaissais un peu par des gens, mais pas beaucoup. Elle travaillait à l'ambassade de France et on avait eu à travailler en France ensemble. Et je dis, ben oui, ça me fait plaisir. Tu sais, je vais pas pouvoir te parler longtemps, je travaille. Elle me dit, non, mais tu sais que j'ai déménagé. Je dis, non, je sais pas que tu as déménagé, je sais même pas où tu habitais avant. Donc, elle me dit, ben maintenant, je suis à la plage.
Et alors? Et elle commence à pleurer. Et alors, tu sais, il y a un cachalot qui est en train d'agoniser sous mes fenêtres. Je suis à la plage, il y a un cachalot qui... Alors, je voulais te demander, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, Marie-France, tu me parles d'enfants handicapés, tu me parles de personnes âgées, tu me parles de prisonniers politiques, tu me parles de sans-papiers, tu me parles de tout ce que tu veux. J'aurais des idées, mais les cachalots, je reconnais même pas un cachalot d'un phoque, d'une baleine, j'y connais rien, moi. Pourquoi tu m'appelles moi? Oh, parce que voilà, je savais plus. Je dis, ben non, non, vraiment, j'y connais rien du tout. Moi, tu sais, les animaux, je reconnais les chiens, les chats, les chevaux, les vaches, mais c'est tout. Je dis, je sais pas, appelle la SPANA. Elle me dit, c'est quoi la SPANA? Ben, je dis, c'est la Société protectrice des animaux. Ah bon, ben, ça existe? Ben, je dis, oui, ça existe. Bon, je te laisse, puis je lui dis, tu me rappelleras pour me dire. Alors, il y avait ma collègue, elle me dit, qu'est-ce qu'on t'a demandé, toi, de cachalot? Je dis, oui, tu sais, les gens, ils te demandent n'importe quoi. Eh ben, écoute, elle m'a rappelé pour me dire que la SPANA était venue et avait sauvé le cachalot. Elle était toute contente. Ouais, ils font pas mal de choses. Ouais. Elle me dit, tu vois, c'était toi qu'il fallait que j'appelle. Tu m'as donné la solution. Bah, j'ai dit, oui, mais enfin, directement. Non, les animaux, c'est pas mon truc. Je leur ferai pas de Joker. mal, mais Et si tu devais résumer ton parcours au Maroc en une seule phrase? j'essaye de donner au Maroc, ou de rendre au Maroc ce qu'il m'a donné, dans tous les domaines. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas posée pour ce deuxième épisode? Ou des choses que tu voulais rebondir de la première interview? C'est pas que j'aurais voulu que tu me poses des questions, mais peut-être parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires ici, que j'aurais peut-être rencontré ailleurs, hein, mais puisque ma vie est ici, c'est ici. Donc peut-être te parler de gens qui m'ont, d'humains, tu vois, qui pour moi ont été des révélations ou une admiration ou des parcours de vie de gens extraordinaires. J'en ai rencontré dans tous les domaines, enfin, de tous les genres. Voilà. Peut-être qu'une autre fois, je pourrais te parler des gens, que j'ai rencontré des gens extraordinaires et pourquoi je les ai trouvés extraordinaires. Est-ce qu'il y en a un en particulier? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Non, non, il y en a beaucoup. Je veux pas aller sur ce terrain maintenant. Bah si, je veux bien, mais je sais pas si... On peut terminer par ça, hein? Bon, alors celui que je connais le moins, mais que je trouve... c'est un monsieur qui est dans ma rue, que je suis passé devant lui depuis des années. Et ce monsieur, c'est un monsieur pas clochard, mais enfin un peu, vraiment sans grand moyen, qui a toujours un petit torchon très propre, avec des petites merdes qui vend. Tu vois, des chaussures usagées, mais qui super bien cirées, qui sont bien présentées, comme dans les magasins de chaussures chics, tu vois, ou un vieux livre qu'il a trouvé dans la poubelle, mais qui est bien nettoyé. Enfin, il te vend des petites merdes comme ça sur son petit torchon sale, propre. Et puis, bon, à l'époque, il avait un catogan, tu vois, un monsieur marocain d'une soixantaine d'années qui a un catogan. C'était déjà rare. Et puis, c'est un monsieur qui doit être un peu... Il parle aux oiseaux, tu vois. Il parle tout seul. Et il est toujours près de son petit torchon. Et puis, l'année dernière, j'avais des trucs on m'avait donné tout neuf, tu vois, dont je n'avais pas besoin. Je dis, bah tiens, je vais aller voir le monsieur pour qu'il les mette sur son torchon, qu'il les vende. Voilà. Donc, j'ai été le voir. Tu vois, il a plus de dents. Puis, j'ai dit, voilà, monsieur, est-ce que ça vous intéresse de prendre ça pour vendre? Oh, il était tout content, merci, oui, oh madame, bon, super reconnaissant. Il était très content. Donc, on a commencé à parler, tu vois. Je sais qu'il s'appelle Driss et on est amis. C'est-à-dire que lui, quand il trouve des trucs, il me les donne, tu vois. Il m'a donné un collier en bois, il trouve que ça m'allait bien. Il me l'a offert. Je dis, mais non, faut garder là. Non, 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 c'est ton genre. Et puis moi, je lui rapporte plein de trucs à vendre. Alors, ce monsieur, tu vois, je me dis, c'est un monsieur qui a rien, 3 fois rien. Puis je le vois, il fouille les poubelles. Mais qui a une espèce de dignité, tu vois, et puis, alors quand je lui dis comment ça va en ce moment,
Tu sais, le commerce, c'est difficile, hein. Quand on est dans le commerce, il y a des hauts, il y a des bas. Je trouve, toi, cette dignité de ce monsieur qui n'a rien, qui vend des trucs qui doit vendre, je sais pas quoi, 3 fois ses sous, mais qui présente bien sa marchandise, je trouve que c'est une force de vie. Tu vois, il se laisse pas aller, il est... Bon, ça, c'est un monsieur devant lequel je passe tous les jours. Bon, alors, bien sûr, il se fait courser par je sais pas qui, les Mokadem ou et il s'en va avec son petit torchon, il se cache. Mais je dis, mais mon Dieu, mais quelle classe, quoi. Tu vois, de rien avoir et de se battre pour... voilà, puis il est dans le commerce. La dignité. La dignité de gens qui n'ont rien et puis qui donnent, tu vois, il donne son collier qu'il aurait pu en tirer 20 dirhams, je ne sais pas, qui sont pour lui... Et puis il ne demande jamais rien, tu vois, je vois bien qu'il n'a rien, tu vois. Mais jamais. Et souvent, c'est des gens extrêmement gentils. Ah ouais. Ah oui, Driss, c'est un monsieur super gentil, respectueux. Et tu vois, vraiment, je l'aime. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur et sa dignité dans sa pauvreté. Et au Maroc, tu as quand même des belles âmes comme ça. Ouais, c'est une belle conclusion. Voilà. Merci pour ton temps. Ben, je t'en prie. Merci pour ce deuxième échange. Merci. J'espère qu'ils auront apprécié autant. Ben, toi de faire un bon montage, que ça soit pas trop long. Oui, parce que le premier, moi, je me suis dit, tu vas en tirer un quart d'heure. Oui, tu m'avais dit ça. Quand j'ai On vu que garde c'est tout. 1h28, ouais. En général, on garde tout, Ouais, puisque c'est des ça conversations. fait naturel. Mm. Enfin, c'est naturel. Voilà. T'as un petit mot pour nos abonnés? Eh ben, écoutez, pour les abonnés, merci de nous écouter. Je trouve que cette chaîne est très sympathique. Je me suis inscrit au cours d'arabe. J'ai pas encore Blabla Darija. au Blabla Darija. Et puis, ouais, je trouve très sympathique cette communauté de gens qui viennent de partout et qui essayent voilà, de faire partager leurs projets, leurs difficultés, et serrons-nous les coudes. Mais toi, tu parles d'Arija déjà. Oui, mais faut que je fasse des progrès, tu vois, il y a encore des mots, non, puis il y a des choses, des fois quand je vais dans les manifs, je comprends rien, ça m'énerve. Ouais, il y a des domaines où... Oui, t'es dans la ville des manifestations aussi. Oui, oui, oui. Ah bah oui, Rabat, en plus, moi je suis à côté du Parlement, donc il y a de l'animation. Il y a de l'animation. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Ben, je t'en Bonne prie, et puis continuation. bisous à tout le monde, et peut-être une troisième fois. Ah oui, c'était partant. Oui, j'ai des histoires à vous raconter encore. Bah, si vous avez des questions pour Marion, n'hésitez pas dans les commentaires. Bien sûr. Ça fera des Oui, puis thématiques. écrivez-moi, il y en a plein qui m'ont écrit, je réponds. Je réponds pas sur les commentaires, mais je réponds par mail. Super. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet échange spontané avec Marion. C'était la deuxième interview qu'on faisait ensemble. Si ça fonctionne comme la première et que vous avez envie encore d'une suite, bah, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, posez vos questions dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup d'autres interviews sur la chaîne. J'en ai déjà fait une 50aine. Je vous mets le lien juste ici vers la playlist où vous retrouverez toutes les différentes interviews qu'on a pu faire. Bonne découverte et à bientôt pour la suite.